Des tonnes d'or circulent officiellement dans le pays, alors même qu'une partie de la communauté internationale affirme que la souveraineté du Burkina Faso reste fragile et contestée. Pourtant, pendant que des chancelleries dénoncent corruption et illégitimité, des foules à Ouagadougou opposent chiffres vérifiés, ressources exploitées localement et une volonté d'autonomie qu'elles considèrent désormais comme mesurable et tangible. Pourquoi cette confrontation de récits devrait-elle importer au public alors qu'Ibrahim Traoré devient, malgré lui, le centre de cette équation instable? L'horizon du pays se redessine dans une tension silencieuse. Le récit qui s'ouvre devant le public promet d'expliquer pourquoi un pays, longtemps dépendant de capitaux extérieurs, tente aujourd'hui de reconstruire son équilibre économique à partir de ses propres ressources minières et de contributions citoyennes suivies de près. Le bénéfice central pour le spectateur tient en une idée simple: comprendre comment un modèle fondé sur l'or et l'autonomie peut modifier la trajectoire d'un État sahélien. Les données issues du terrain révèlent un mouvement inédit: des enseignants versant leurs primes, des coopératives d'orpailleurs livrant une part fixe de leur production, ou encore des commerçants finançant la remise en état de postes militaires locaux. Cette dynamique ne se limite pas à un effort financier, elle redéfinit la relation entre l'État et la population, chacun surveillant l'usage des fonds et revendiquant un droit de regard. Un micro-hook apparaît ici. Si cette mobilisation populaire a permis de compenser une partie des sanctions internationales, que se passerait-il si la pression extérieure augmentait encore? Le pari ouvert dans cette transition dépasse le cas burkinabé. Il questionne la capacité d'une nation africaine à se financer autrement que par les bailleurs traditionnels. La première révélation chiffrée frappe immédiatement. En quelques mois, plus de 50 millions de dollars ont été collectés localement pour financer la sécurité et la reconstruction, un volume inédit dans un pays longtemps dépendant de l'aide extérieure. La seconde donnée, tout aussi déterminante, renvoie au socle même du débat. Près de 6 millions de tonnes d'or inexploitées constituent désormais l'argument central d'un projet présenté comme voie de souveraineté économique. Ces deux points, placés en ouverture, ferment la dette de curiosité annoncée au P1. Les chiffres existent, sont publics et servent aujourd'hui d'outil de légitimation dans un paysage où chaque acteur lit une réalité différente. C'est à partir d'eux que s'organise le contexte plus large. Depuis 2022, l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir a accéléré un renversement de priorités: rompre avec les accords hérités, restaurer la maîtrise du sous-sol et substituer une solidarité nationale à des mécanismes de financement internationaux jugés coûteux et instables. Dès 2023, la création d'une réserve nationale d'or centralise l'exportation, encadre les circuits miniers et verrouille les fuites qui affaiblissaient les recettes publiques. Ce choix a bouleversé l'équilibre régional. Les chancelleries s'inquiètent d'un protectionnisme jugé autoritaire, tandis que de nombreuses zones rurales, autrefois paralysées par l'insécurité, voient revenir une activité commerciale minimale sous supervision communautaire. La dynamique interne repose sur un maillage de gestes modestes mais récurrents: primes d'enseignants redirigées vers la défense locale, contributions d'orpailleurs à la réserve nationale, dons réguliers enregistrés par des coopératives civiles. Cette architecture produit un effet de levier inattendu. Le modèle gagne en cohérence interne précisément parce qu'il s'appuie sur une multitude de petits flux contrôlés publiquement, plutôt que sur un unique bailleur. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, cette granularité constitue la preuve d'une gouvernance nouvelle,
où la transparence ne vient pas d'une injonction extérieure, mais d'un contrôle citoyen diffus. Pour ses détracteurs, elle masque au contraire une centralisation accrue du pouvoir et un risque d'isolement prolongé. C'est dans cet écart d'interprétation que se joue la suite du récit, entre promesses d'autonomie et crainte d'un verrouillage durable. Au cœur de cette transition, un fil conducteur émerge. Le pays ne bascule pas seulement sous l'impulsion d'un programme étatique, mais grâce à une constellation de figures ordinaires devenues actrices directes du financement national. Le premier visage est celui d'un orpailleur de Bobo Dioulasso, membre d'une coopérative artisanale qui, début 2024, décide collectivement de céder une part fixe de sa production à la réserve nationale. Ce geste, modeste en apparence, a créé une dynamique locale. Les revenus stabilisés ont permis la réouverture progressive de commerces fermés depuis des mois. Un deuxième repère se trouve à Waiguya, où des enseignants d'une école publique choisissent de consacrer leur prime trimestrielle à la construction d'un poste militaire. Le chantier, suivi de près par les habitants, est rapidement devenu un symbole de codépendance assumée. Sécurité et économie avancent ensemble, financés par les mêmes mains. Ces deux cas ne représentent qu'une fraction du mouvement, mais ils dessinent la logique interne de la nouvelle gouvernance. L'État propose un cadre, les citoyens l'alimentent et les contrôles publics, audits, enregistrements, publications, assurent la continuité du lien. Ce modèle ne repose donc pas sur une figure unique. Il s'appuie sur un réseau d'acteurs qui, chacun à sa manière, mettent en cohérence les discours sur la souveraineté avec un effort quotidien mesurable. Dans ce dispositif, la notion de participation prend un sens concret. Elle ne désigne plus une adhésion symbolique, mais un transfert volontaire de ressources, de temps et de responsabilité. Et si l'on suit ces trajectoires individuelles, une question demeure en suspension. La somme de gestes simples peut-elle réellement soutenir un pays entier? L'enchaînement des événements commence par un point de rupture clair. Janvier 2022, une mutinerie éclate dans plusieurs casernes de Ouagadougou. Les militaires contestent la gestion de la lutte contre les groupes djihadistes et dénoncent une chaîne de commandement qu'ils jugent fragmentée. En quelques heures, l'ordre hiérarchique vacille, les alliances internes se redessinent et une fracture s'ouvre entre les unités d'intervention et les responsables politiques encore en place. Le pays bascule dans une zone incertaine où les signaux contradictoires d'autorité brouillent les repères de la population. Voici la séquence initiale. La séquence initiale. Au sein de cette agitation, une figure s'avance. Le capitaine Ibrahim Traoré, jusque-là inconnu du grand public, prend la tête d'un mouvement de redressement structuré autour d'un message direct: cesser de dépendre d'accords extérieurs pour assurer sa propre sécurité. Le premier décret frappe fort: dissolution de plusieurs dispositifs militaires hérités, suspension de contrats miniers jugés opaques, audit complet des flux aurifères. Les chancelleries occidentales réagissent immédiatement, qualifiant ces décisions d'unilatérales et dangereuses pour la stabilité régionale. Sur le terrain, l'effet est inverse. La population, lassée d'années d'insécurité, interprète ce virage comme une tentative de reprendre la main sur le destin du pays. À ce stade de l'escalade, l'ascension de la crise. Avril 2023 marque une escalade lorsque la création d'une réserve nationale d'or centralise l'exportation et bouleverse l'économie du Sahel. Plusieurs multinationales dénoncent un protectionnisme autoritaire, tandis que les mines artisanales connaissent un regain d'activité, leurs profits restant localement. Les tensions montent d'un cran lorsque les États-Unis, via l'Africom, accusent le gouvernement de détourner les ressources aurifères
pour consolider un pouvoir personnel. Cette accusation provoque un choc médiatique. Deux récits se confrontent ouvertement, l'un mettant en avant la dérive autoritaire, l'autre invoquant la restauration d'une souveraineté économique. Le point culminant survient en août 2023, 2023 lorsqu'une tentative de coup d'État éclate. Certains officiers dissidents tentent de profiter de l'isolement du pays pour renverser la transition en cours. L'opération échoue. Le soir même, Ibrahim Traoré réapparaît à la télévision nationale, entouré de soldats et de civils, affirmant que la stabilité dépendra désormais d'une confiance directe entre dirigeants et citoyens. Dans l'onde de retour après la crise, les manifestations de soutien envahissent Ouagadougou. Des pancartes «Notre or, notre avenir» surgissent, affirmant une volonté collective de maintenir un modèle fondé sur les ressources internes. Entre décembre 2023 et janvier 2024, les, les sanctions économiques s'intensifient, gel d'avoirs, réduction d'aides, retrait d'ambassadeurs. Les entreprises minières étrangères évacuent une partie de leur personnel. Pourtant, contrairement aux projections initiales, l'économie ne s'effondre pas. Les contributions locales compensent en partie le manque à gagner et les jeunes volontaires remplacent certaines missions autrefois dévolues aux forces étrangères. Dans plusieurs campagnes, des routes sont réparées, des postes médicaux réouvrent, des marchés recommencent à fonctionner. Ce mouvement ne dissipe cependant pas toutes les incertitudes. Plus la mobilisation intérieure monte, plus les partenaires extérieurs s'inquiètent d'un modèle perçu comme imprévisible. Le récit progresse donc sur une ligne de crête, entre consolidation interne et méfiance internationale. Mais une interrogation continue de planer, ouverte depuis les premiers décrets. Jusqu'où un pays peut-il tenir en s'appuyant presque exclusivement sur ses propres ressources? L'examen des données disponibles permet de comprendre pourquoi le modèle burkinabé intrigue autant qu'il divise. Les flux financiers, les volumes aurifères déclarés et les dépenses militaires forment un triptyque de chiffres qui structure désormais l'ensemble du débat national. Chaque indicateur, suivi mensuellement, éclaire une dimension différente du pari engagé depuis 2020. Dans ce paysage encore instable, la logique de souveraineté défendue par Ibrahim Traoré s'appuie sur des mesures concrètes, vérifiables et publiées régulièrement par le ministère des Finances. Le premier repère chiffré concerne la collecte de 50 millions USD, réalisée lors des 6 premiers mois d'existence de la Réserve nationale d'or. Cette somme a été mobilisée à travers des contributions civiles encadrées publiquement. Elle constitue un montant inédit pour une économie sahélienne dont la base industrielle reste limitée. Et surtout, elle révèle un mécanisme d'adhésion collective difficile à ignorer. Dans un pays où les financements extérieurs couvraient plus de la moitié du budget il y a encore peu, cette capacité interne change les paramètres habituels de gestion publique. Les contributeurs, enseignants, commerçants, coopératives minières ne se contentent pas de verser. Ils suivent, vérifient et débattent de l'usage des fonds. Le ministère des Finances publie régulièrement les flux du Patriot Support Fund, consolidant ainsi un espace de transparence rarement observé dans la région. Le deuxième indicateur renvoie aux 6 millions de tonnes d'or inexploitées estimées dans le sous-sol du pays. Cette estimation représente une marge stratégique difficile à substituer autrement. Elle permet au gouvernement de justifier la centralisation accrue des exportations. Elle structure également le discours sur la souveraineté minérale, expression désormais récurrente dans les communications officielles. Les contrôles renforcés dans les sites aurifères ont, selon les données douanières,
réduit la contrebande et améliorer la part déclarée des volumes extraits. L'augmentation continue des déclarations légales modifie la cartographie des revenus publics. En parallèle, les circuits de transport et d'achat, autrefois dominés par des intermédiaires extérieurs, se recentrent progressivement autour d'acteurs locaux. Le troisième numéro clé porte sur les dépenses de défense proches d'1 milliard USD en 2024. Cette enveloppe est presque entièrement financée par les ressources internes recensées. Elle inverse une dépendance structurelle vieille de plusieurs décennies. Elle sert aussi de baromètre pour mesurer la cohérence du modèle Traoré. Près de 72% de ces fonds proviennent de dons civils et de recettes minières officielles. Cette proportion, rarement atteinte dans la région, s'inscrit dans une logique de sécurité communautaire. Les volontaires civils, formés dans des centres régionaux, remplacent plusieurs missions autrefois soutenues par des partenaires étrangers. Si ces trois repères semblent solides, ils ne dissipent pas les fragilités du programme. La dépendance alors expose la trajectoire économique aux fluctuations internationales. Une variation du cours mondial peut modifier les capacités de financement en quelques semaines. L'absence de diversification maintient une tension permanente sur les recettes publiques. Les observateurs internationaux rappellent qu'un modèle basé sur un seul levier demeure vulnérable, même lorsqu'il fonctionne à court terme. Pourtant, chaque mois de stabilité relative renforce l'idée que ce système peut tenir davantage qu'attendu. Les données publiées, bien que partielles, alimentent une perception de cohérence interne. Le récit avance ainsi, porté par des chiffres qui deviennent autant d'arguments politiques que d'indicateurs économiques. Reste une question centrale, ouverte depuis le début du processus. La solidité des chiffres peut-elle suffire à soutenir une souveraineté durable? Deux thèses opposées structurent désormais le débat autour du modèle burkinabé. La première soutient que la centralisation de l'or et la montée d'une économie interne financée par les citoyens ne constituent pas une souveraineté authentique mais une façade. Selon ses partisans, la concentration des leviers budgétaires entre les mains de l'exécutif réduit l'espace d'initiative privée, fragilise le secteur entrepreneurial et isole progressivement le pays des investissements extérieurs. Les sanctions imposées depuis fin 2023 renforcent cette inquiétude. En limitant les échanges et en raréfiant l'accès aux capitaux étrangers, elles créeraient une pression qui, à moyen terme, pourrait ralentir l'activité commerciale. La deuxième thèse inverse la perspective. Pour ses défenseurs, le modèle occidental fondé sur l'aide internationale et les prêts multilatéraux a montré ses limites. Dettes cumulées, croissance instable, dépendance chronique aux bailleurs. Selon eux, l'expérience burkinabé propose autre chose. Transformer une ressource disponible, l'or, en capital citoyen, visible et traçable. Les volumes collectés localement, les coopératives minières engagées, et la progression du taux de déclaration légale attesterait d'un mouvement social inédit. Cette approche, affirme-t-il, permet de reconstruire une chaîne de financement interne plus résiliente que les flux extérieurs aléatoires. Face à ces deux blocs argumentaires, la réponse gouvernementale s'appuie sur un terrain précis, la vérification publique des flux. Le ministère des Finances publie mensuellement les mouvements du Patriot Support Fund, les audits sont transmis à la Cour des comptes et les transactions des coopératives minières suivent désormais un protocole standardisé. Ce système ne prétend pas éliminer les risques, mais il cherche à offrir une base factuelle pour évaluer la cohérence du modèle. Le Stillman ne résout pas le conflit, il clarifie ses termes. L'opposition pointe une centralisation périlleuse, les partisans valorisent une mobilisation intérieure mesurable, et les données officielles tentent de trancher en fournissant un référentiel commun.
Le récit s'avance ainsi, prise entre prudence et expérimentation, sans garantie d'issue unique. Une ligne vient de basculer. Le milieu de parcours révèle un point que beaucoup d'observateurs avaient sous-estimé. La souveraineté minérale n'est pas seulement une politique économique, mais un changement de rapport de force qui réorganise silencieusement les alliances régionales. L'annonce de l'expulsion définitive des troupes françaises le 1er janvier 2024 fonctionne comme un déclencheur symbolique. En 8 mots, Ibrahim Traoré établit une frontière nouvelle entre ce qui relève de l'autonomie et ce qui relève de la tutelle. Ce moment, filmé puis relayé sur les réseaux africains, modifie l'équilibre narratif. Les foules réunies devant le palais présidentiel ne manifestent pas simplement pour la sécurité. Elles affirment que la légitimité politique dépend désormais d'une capacité à agir sans médiation extérieure. Cette scène, brève mais chargée, accélère la mutation du débat. Le Burkina Faso cesse d'être une périphérie et devient un point de référence observé de près par les pays voisins. En coulisses, les conséquences sont immédiates. Nouveaux pourparlers avec le Mali et le Niger, rapprochement sécuritaire, discussions sur des circuits aurifères communs. Le midpoint révèle donc un basculement plus profond qu'attendu, où la souveraineté devient matrice diplomatique autant qu'outil économique. Les effets concrets du basculement engagé depuis 2022. 1-2 apparaissent désormais avec plus de netteté, même si leur portée reste inégale selon les groupes concernés. Les dynamiques se croisent, s'opposent parfois, mais dessinent une transformation dont les conséquences dépassent le seul territoire burkinabé. Le rôle d'Ibrahim Traoré y demeure central, non comme figure unique d'impulsion, mais comme catalyseur d'un système où chaque acteur perçoit un gain ou un risque différent, les ménages et les citoyens urbains. Pour les habitants des grandes villes, la principale évolution tient à la stabilisation relative des services essentiels. Plusieurs postes médicaux réhabilités, des routes réparées et le retour d'une activité commerciale minimale dans certaines zones ont réduit la vulnérabilité quotidienne. La participation volontaire au Patriot Support Fund crée également un sentiment d'appartenance rarement observé auparavant. Plus de 70% des ménages urbains auraient contribué d'une manière ou d'une autre. Cette implication, loin d'être uniforme, nourrit toutefois une perception nouvelle. L'effort collectif produit des effets visibles, même modestes. Les petites entreprises et coopératives minières. Les coopératives d'orpailleurs enregistrent une hausse moyenne de 18% de leur production déclarée, conséquence directe des contrôles renforcés et de la centralisation des exportations. Ce recentrage réduit le poids des intermédiaires extérieurs, permettant une meilleure captation des revenus par les acteurs locaux. Les chambres de commerce émergentes structurent un tissu entrepreneurial encore fragile, mais en expansion. Les entreprises craignent cependant que les sanctions extérieures, toujours en vigueur, freinent l'accès aux équipements et limitent la montée en gamme des activités minières. L'incertitude demeure, mais la visibilité des revenus officiels change les paramètres du risque. L'appareil d'État et les institutions publiques. Pour l'État, la progression la plus tangible réside dans l'augmentation des recettes internes issues de l'or et des contributions citoyennes. En 2020, près de 55% des dépenses publiques seraient couvertes par des ressources internes, une inversion notable par rapport à la décennie précédente. Cette évolution renforce la légitimité d'un modèle qui cherche à substituer la dette extérieure par un capital de confiance nationale. Les institutions de contrôle, notamment la Cour des comptes, jouent un rôle amplifié grâce aux audits réguliers du Patriot Support Fund. Le risque, cependant, tient à la dépendance excessive à l'or. Toute variation du cours mondial compromettrait l'équilibre fragile atteint.
Les pays voisins et le bloc Sahel, le Mali et le Niger observent attentivement l'expérience burkinabé, y voyant un laboratoire d'indépendance régionale. Les discussions intergouvernementales sur la mutualisation des politiques aurifères et des stratégies sécuritaires s'intensifient, dessinant les contours d'un bloc Sahel cherchant à redistribuer les rapports de force traditionnels. Cette dynamique ne dissipe pas les inquiétudes. Une intégration accélérée pourrait exposer la région à des sanctions supplémentaires ou à des ruptures diplomatiques plus profondes. Néanmoins, le modèle burkinabé impose une question nouvelle aux États voisins. Jusqu'où est-il possible d'assumer une souveraineté sans médiation extérieure? Dans ces quatre trajectoires, une constante demeure. La transition ne produit ni succès unanime ni échec uniforme, mais une série d'équilibres précaires qui continuent de redéfinir la position du Burkina Faso dans la région. Les projections pour les prochains mois exigent de dissocier les tendances observables des incertitudes persistantes. La trajectoire du pays ne suit pas une ligne droite. Elle oscille entre consolidation interne, pression extérieure et fluctuation du marché aurifère. Les données publiées jusqu'ici offrent une base d'analyse, mais les variables régionales et financières imposent une prudence constante. Trois scénarios, situés entre continuité et rupture, permettent d'envisager les contours de l'évolution possible. Scénario de base, maintien prudent. Dans l'hypothèse où le cours de l'or demeure stable et où les sanctions n'augmentent pas, le gouvernement pourrait poursuivre sa politique d'autofinancement sans changement majeur. Les exportations resteraient régulières, la croissance autour de 3%, et les recettes internes continueraient de couvrir une part significative du budget. Les coopératives minières conserveraient leur dynamique actuelle et les infrastructures locales progresseraient par étapes. Si les flux déclarés demeurent constants, alors la soutenabilité du modèle resterait acceptable. Scénario optimiste. Expansion encadrée, ce scénario s'appuie sur une ouverture de partenariats alternatifs. Si les discussions engagées avec certains pays d'Asie et de la région aboutissent, de nouveaux capitaux pourraient financer une raffinerie locale et renforcer les capacités de transformation sur place. La valeur ajoutée resterait dans le pays, améliorant l'équilibre des paiements. Une stabilisation sécuritaire attirerait également des entreprises africaines émergentes. Si la chaîne aurifère se localise complètement, alors la dépendance extérieure diminuerait de manière structurelle. Scénario difficile. Contraction rapide. Un retournement du marché mondial de l'or combiné à une vague de sanctions supplémentaires provoquerait une pression budgétaire immédiate. Les programmes sociaux ralentiraient, les importations critiques deviendraient plus coûteuses et certaines coopératives minières réduiraient leurs activités. L'inflation pourrait s'accélérer dans les centres urbains. Une telle trajectoire fragiliserait le tissu économique que la transition cherche à consolider depuis 2022. Si une contraction prolongée se produit, alors la stratégie de souveraineté serait contrainte de se réajuster. À travers ces trois hypothèses, le dénominateur commun reste la gestion des marges, capacité d'adaptation, préservation du consensus interne et anticipation des chocs extérieurs. La clé se trouve moins dans la prédiction que dans la flexibilité des réponses et dans la qualité du lien entre dirigeants et population. Les effets de la transition burkinabé ne touchent pas uniquement les institutions ou les secteurs productifs. Ils influencent également la manière dont différents profils de spectateurs interprètent les enjeux du pays. Chaque groupe, selon son expérience, ses attentes ou sa position dans l'espace public, lit ce moment politique à travers un prisme particulier. L'impact du récit dépend donc autant des faits présentés que de la manière dont il résonne avec ceux qui l'écoutent. Les spectateurs en quête de repères économiques.
Pour ceux qui suivent de près les indicateurs et les chiffres, la trajectoire burkinabé est perçue comme un laboratoire. Les données sur les recettes internes, la hausse des déclarations aurifères ou la réduction des emprunts extérieurs offrent des éléments de comparaison rares dans la région. Ce public, orienté vers l'analyse, voit dans cette transition un test grandeur nature sur la possibilité de financer un État autrement que par les bailleurs internationaux. Les sextés, les spectateurs sensibles aux dynamiques sociales. Un deuxième ensemble de spectateurs porte son attention sur les transformations vécues par les communautés, réouverture de marchés locaux, rôle accru des coopératives, part grandissante de volontariat civil. Leur lecture s'articule autour de l'idée que la souveraineté ne se mesure pas seulement en budget, mais en pratiques sociales, qui contribuent, qui surveillent, qui décident. Pour eux, l'enjeu central tient à la continuité de cette participation collective, les spectateurs attentifs aux équilibres géopolitiques. Enfin, un troisième groupe évalue le tournant burkinabé à l'aune des rapports de force régionaux. Les repositionnements diplomatiques, les rapprochements sécuritaires et l'émergence potentielle d'un bloc Sahel redéfinissent les lignes. Ce public s'interroge sur la capacité du pays à maintenir son autonomie tout en évitant l'escalade des tensions extérieures. Ces trois angles montrent que le même récit ne produit pas un unique effet. Il façonne des interrogations différentes qui ensemble dessinent la profondeur du moment politique actuel. La feuille de route annoncée par le gouvernement vise à transformer une souveraineté encore fragile en mécanisme durable. Elle articule plusieurs chantiers parallèles qui engagent à la fois l'État, les coopératives, les collectivités locales et les organes de contrôle. Dans cette phase, l'enjeu n'est plus de prouver une intention, mais de rendre mesurables les progrès réalisés. Ibrahim Traoré présente cette séquence comme un passage nécessaire. Structurer, consolider, puis évaluer. Institutionnaliser la réserve nationale d'or. L'exécutif souhaite inscrire ce dispositif dans la Constitution. L'objectif est de garantir sa pérennité au-delà des cycles politiques. Une commission mixte, juristes, coopératives minières, représentants locaux, est chargée d'élaborer un cadre vérifiable. Indicateur, existence du dispositif constitutionnalisé, plus audits annuels accessibles en ligne. Diversifier les sources de revenus internes. Le ministère de l'Agriculture et celui de l'Innovation pilotent la transformation de filières locales, céréales, élevage, technologie artisanale. Indicateur, part des secteurs non miniers dans les recettes publiques à 12 mois. Renforcer les alliances régionales. Des groupes de travail avec le Mali et le Niger préparent la mutualisation de certaines politiques aurifères et sécuritaires. Indicateur, nombre d'accords opérationnels signés, mécanisme conjoint de suivi. Structurer les revues. Trimestriel public. Le gouvernement promet une publication intégrale des rapports, incluant budget, travaux et dépenses sécuritaires couvertes par les ressources internes. Indicateurs, régularité et exhaustivité des rapports trimestriels. Liés souveraineté et développement humain. Le ministère de la Santé et celui de l'Éducation reçoivent un mandat explicite, orienter une partie des recettes internes vers l'éducation de base et les centres médicaux. Indicateur, progression du nombre de structures réhabilitées et fréquentation effective. Cette architecture compose un itinéraire où les intentions deviennent contraintes mesurables. La soutenabilité du modèle dépendra désormais de la rigueur des suivis. Une image revient en mémoire, presque discrète mais révélatrice. Celle de l'enseignante de Wahigouya et de l'orpailleur de Bobo Dioulasso, deux figures modestes qui avaient ouvert la voie dans les premiers mois du mouvement. Leurs gestes
reproduit des centaines de fois ailleurs, a servi de matrice silencieuse à une transition qui s'est construite sans discours grandiloquent. Dans cette continuité, la trajectoire du pays ressemble moins à une rupture brutale qu'à une accumulation patiente d'actes ordinaires qui, mis ensemble, redessinent la place de chaque citoyen dans l'effort national. À mesure que les mois passent, le récit prend une densité nouvelle. Les chiffres consolidés, les infrastructures réhabilitées et les coopératives engagées donnent corps à un modèle où l'autonomie s'apprend au contact du réel. Ibrahim Traoré, souvent perçu comme symbole d'une résilience politique, apparaît ici comme la jonction entre institutions et citoyens, non comme un pivot solitaire, mais comme celui qui relie les gestes dispersés à une orientation commune. Dans ce tableau, l'enjeu n'est plus seulement de tenir, mais de durer. La souveraineté se prouve dans le quotidien. Le dernier mouvement du récit s'ouvre sans emphase, porté par l'idée qu'une souveraineté durable se construit autant dans les gestes ordinaires que dans les choix institutionnels. Dans les quartiers de Ouagadougou comme dans les coopératives rurales, des formes discrètes d'engagement continuent d'apparaître. Collecte locale, entretien d'écoles, soutien aux postes médicaux. Ces initiatives, répétées sans bruit, créent une cohérence sociale qui prolonge les décisions politiques au-delà de leurs annonces. Sur les réseaux communautaires, les discussions se multiplient. Comment suivre les rapports trimestriels? Quelle structure soutenir en priorité? De quelle manière contribuer sans attendre une directive nationale? Ce tissu de micro-participation renforce l'idée que la souveraineté n'est pas un mot d'ordre, mais un apprentissage collectif qui se forme dans la durée. Reste une invitation ouverte pour celles et ceux qui observent cette trajectoire. Participer au débat, confronter les sources et partager ce récit pour élargir la conversation.